Une série de vidéos pour vous proposer la correction de l'activité sur Cuba. On va vraiment rentrer dans le cœur de notre sujet, on a déjà été dans le cœur de notre sujet, mais on va pouvoir en fait répondre à une question que vous vous êtes probablement toutes et tous posée depuis le début de ce chapitre. Finalement, pourquoi la guerre froide n'est pas tout simplement une guerre normale? La guerre froide, je rappelle que donc c'est une période de tension entre 47 et 91, entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, mais sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS. Pourquoi finalement ces deux pays ne se sont-ils pas directement fait la guerre, comme l'ont fait différents pays qu'on a tous étudiés depuis le début de l'année, lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi n'y a-t-il jamais de conflit armé direct? Eh bien, pour répondre à cette question, pour comprendre ça, il faut s'intéresser à la crise de Cuba, puisque la crise de Cuba va être l'apogée, le sommet des tensions durant la guerre froide, sans pour autant qu'il y ait un conflit armé direct. C'est donc dans ce conflit, dans cet exemple-là, qu'on va pouvoir comprendre peut-être pourquoi la guerre froide n'est pas une guerre comme les autres. D'abord, pour commencer, je vous ai demandé de localiser Cuba, comme je le fais souvent pour commencer, puisque l'entrée par le territoire, ça reste le truc le plus pertinent pour comprendre un conflit. Cuba, c'est une île qui est située dans l'océan Atlantique, en Amérique centrale. On est donc très proche des États-Unis, on est dans un ensemble d'îles, une archipel qu'on appelle les Antilles ou les Caraïbes. Cuba, c'est un pays qui est frontalier, vous pouvez le voir sur le document 1 là, de la Jamaïque, d'Haïti, de la République dominicaine, de Porto Rico. En réalité, si on zoomait et qu'on regardait ça encore plus près, on pourrait voir qu'on est frontalier également de territoires outre-mer appartenant à la France, puisque je pense à la Guadeloupe, je pense à la Martinique. Tout cet ensemble d'îles s'appelle l'archipel des Caraïbes ou les Antilles. On peut donc noter que l'île appartient à l'archipel des Caraïbes. On est également extrêmement proche, regardez l'échelle ici, 0 à 500 km, extrêmement proche des États-Unis, des côtes américaines. On est à moins de 100 km des côtes américaines. C'est extrêmement important puisque c'est ce qui va déclencher la crise de Cuba. Les côtes cubaines se situent à moins de 100 km des côtes nord-américaines. La première question qu'on vous demandait, c'est comment la crise de Cuba naît-elle et quels sont les États concernés? En réalité, la question est extrêmement mal posée ou extrêmement orientée. On va plutôt opter pour l'option naïvement mal posée, puisqu'on nous demande de dire comment est née la crise de Cuba en nous basant sur un document 1. Or, le document 1 ne nous donne des informations que cartographiques et aucune information historique. On pourrait donc, en regardant le document 1, être tenté de dire, bon bah voilà, on voit ici que Cuba a des missiles qui ont une portée de 1800 km, on voit qu'il y a des navires soviétiques, Cuba est donc dans une situation d'agresser les États-Unis. En réalité, ça n'existe pas dans l'histoire un pays qui décide du jour au lendemain d'en attaquer un autre, surtout pas quand ce pays est minuscule par rapport à un pays qui est immense à côté. Il faut aller convoquer l'histoire et faire un petit retour en arrière pour comprendre comment la crise est née. Il fallait donc aller du côté du document 2 et il aurait été un petit peu plus intéressant que la question se base sur les deux documents. Les étapes de la crise. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba et se range dans le camp de l'URSS. Vous connaissez peut-être tous l'adage « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », c'est un petit peu ce qui se passe. L'île de Cuba, c'est une île qui est en quelque sorte une colonie américaine. C'est pas vraiment une colonie au sens premier, c'est-à-dire que ce n'est pas un État américain, ça ne lui appartient pas, mais depuis la révolution contre le gouvernement espagnol, qui pour le coup était réellement la puissance coloniale de Cuba, un gouvernement a été mis en place. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est financé, qui est aux ordres des États-Unis, qui est dirigé par un homme qui s'appelle Batista et qui sert en gros de base arrière américaine. C'est un lieu de villégiature, c'est un lieu où on part en vacances pour beaucoup d'Américains, c'est un lieu où l'on produit du sucre parce que comme toutes les îles des Caraïbes, eh bien il y a un passé esclavagiste, c'est dans ces îles qu'on a introduit les champs de canne à sucre et donc l'esclavage au moment
de la révolution, de la conquête des États-Unis, de la conquête de l'Amérique, pardon. Et donc, cette île est essentiellement une île qui sert à produire du sucre et en réalité du rhum, et également à produire du tourisme pour les Américains. Les industries sucrières sont toutes des entreprises américaines, et donc Cuba est une île qui est en quelque sorte une colonie américaine. Quand Fidel Castro décide de prendre le pouvoir par une révolution socialiste à Cuba, il va très rapidement s'allier aux soviétiques puisqu'il sait que les soviétiques sont l'opposé des États-Unis et c'est le meilleur moyen pour lui de pouvoir conserver ce pouvoir et mettre fin au régime qui était en place. On peut donc noter d'abord qu'une révolution socialiste menée par Fidel Castro se produit à Cuba. Castro se rapproche très rapidement de l'URSS. Il faut savoir qu'à Cuba, les inégalités sont extrêmement fortes. La population cubaine n'a pour beaucoup même pas les moyens de s'acheter des chaussures. Très souvent, les révolutions, je vous l'avais déjà dit dans le cas de la révolution russe, c'était également le cas de la révolution française, les révolutions éclatent d'abord et surtout parce que les gens ont faim, parce que les gens crèvent de faim. À Cuba, on crève de faim. Sauf que les États-Unis ne vont pas du tout apprécier cette révolution, car la révolution de Fidel Castro fait très rapidement exactement ce qu'ont fait les Russes lors de leur révolution, c'est-à-dire une réforme agraire, une nationalisation des grandes exploitations agricoles pour donner à manger au peuple cubain. Or, la plupart des grandes exploitations agricoles, notamment les exploitations sucrières, appartiennent à des compagnies américaines. Ces compagnies américaines ne sont pas compensées. En gros, pour faire très simple, eh bien, ils font exactement ce qu'ont fait les Russes, ils nationalisent, sauf qu'à la différence de la révolution russe, les exploitations appartiennent à une puissance étrangère. Cette puissance étrangère ne va pas du tout apprécier. En 1961, les États-Unis vont tenter de renverser Fidel Castro dans une tentative de coup d'État qui s'appelle le débarquement de la baie des Cochons, puisque c'est le nom que porte la baie où les puissances militaires vont arriver. Sauf que les forces cubaines vont réussir à riposter, à empêcher ce coup d'État. Ils vont se défendre, ils ont une expérience de la guérilla, ils connaissent le terrain, et les Américains vont rater leur tentative de coup d'État. On peut noter donc que la crise naît en raison de la tentative de renversement du gouvernement par les États-Unis. Enfin, le troisième temps qui va déclencher cette crise, c'est qu'après cette tentative de renversement, Cuba va demander de l'aide à l'URSS ou l'URSS va proposer son aide à Cuba. On ne sait pas très bien, c'est assez flou, mais toujours est-il qu'en réaction, le gouvernement cubain construit des rampes de lancement de missiles à portée des États-Unis. Ils sont prêts à attaquer à tout moment. On est donc face à une crise extrêmement importante. La crise naît donc de cette tentative de coup d'État ratée et de cette réaction cubaine. Quels sont les acteurs de cette crise? Les acteurs majeurs de cette crise sont Cuba, ce sont les États-Unis, ce sont l'URSS et ce sont l'ONU, sur lequel je vais revenir dans une vidéo suivante.